Bonjour à tous, on va travailler aujourd'hui sur le chapitre 6, activité 3, transport et échange gazeux. Donc les problèmes vont être les suivants: comment le dioxyde de carbone et le dioxygène sont-ils échangés entre les poumons et le sang? Et comment sont-ils transportés par la suite dans les vaisseaux sanguins? Donc rappel de l'activité 2, les échanges gazeux vont se faire au niveau de la barrière alvéolo-capillaire. Au niveau de l'alvéole pulmonaire, on va trouver les pneumocytes qui vont former la paroi de l'alvéole. Donc ce sont des cellules très fines. Au-dessus, au niveau de la lumière de l'alvéole, on va trouver le surfactant qui va permettre que l'alvéole reste ouverte. Tout autour de l'alvéole pulmonaire, on va trouver les capillaires sanguins. Tous ces éléments font que l'alvéole pulmonaire est particulièrement adaptée à sa fonction, c'est-à-dire aux échanges gazeux. Maintenant, on va regarder un petit peu comment le dioxygène et le dioxyde de carbone vont justement passer des poumons vers la circulation sanguine. Donc, au niveau de l'artère pulmonaire, on a le sang qui revient de la circulation générale, de la circulation systémique. Il est donc non hématosé, c'est-à-dire pauvre en dioxygène. La pression partielle en dioxygène est de 5 kPa, tandis que la pression partielle en dioxyde de carbone est de 6,1 kPa, ce qui est une pression élevée. Le sang est donc carbonaté. Le sang passe ensuite dans les capillaires et va être en contact avec les alvéoles. Donc l'air alvéolaire a une pression partielle en dioxygène de 14 kPa et il a une pression partielle en dioxyde de carbone de 5,3 kPa. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ces gaz vont diffuser. Ils vont diffuser de l'endroit où ils sont le plus concentrés vers l'endroit où ils sont le moins concentrés. Donc si on se concentre sur le dioxygène, on voit que la pression partielle en dioxygène est de 14 kPa au niveau de l'alvéole, tandis qu'elle est de 5 kPa dans le capillaire. Donc le dioxygène va passer de l'alvéole vers le capillaire. Ça va être l'inverse pour le dioxyde de carbone, où on voit que la pression partielle en dioxyde de carbone est de 6,1 kPa dans le capillaire, tandis qu'elle est de 5,3 dans l'alvéole. Donc du coup, le dioxyde de carbone, il va passer du capillaire vers l'alvéole. Au final, on retrouve dans la veine pulmonaire un sang qui est hématosé, donc qui est oxygéné, c'est-à-dire que la pression partielle en dioxygène est de 14 kPa, tandis que la pression partielle en CO2 est de 5,3 kPa. Donc ça, c'est au niveau des poumons. Donc on voit bien ici que le dioxygène et le dioxyde de carbone ont réussi à passer du poumon vers les capillaires grâce à un phénomène de diffusion. Donc la diffusion, la concentration de gaz la plus concentrée vers le moins concentré. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment le dioxygène et le dioxyde de carbone vont être transportés dans le sang. Donc ils sont transportés grâce aux globules rouges qui contiennent des molécules d'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, c'est une protéine qui contient 4 sous-unités formées de 4 globines, qui sont également des protéines. On trouve également 4 groupements non protéés qui sont des hèmes et qui contiennent des atomes de fer. Donc ces atomes de fer, ils sont importants parce qu'ils vont permettre de fixer le dioxygène. En revanche, la globine va fixer uniquement le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone peut être également transporté dans le sang, mais pas sous forme ionique. Il peut être transporté sous forme dissoute. Donc l'hémoglobine, elle peut à la fois fixer du dioxygène, mais également en libérer, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc pour comprendre un petit peu à quel moment l'hémoglobine libère du dioxygène ou va en capturer, on s'intéresse à la courbe de Bracroft. Donc cette courbe, elle montre en fait l'influence de la pression partielle en dioxygène sur la fixation du dioxygène par l'hémoglobine. Donc cette courbe, elle montre en abscisse la pression partielle en dioxygène, donc en milligrammes de mercure, donc souvent c'est en kilopascal. Et sur l'axe désordonné, on voit le pourcentage de saturation en dioxygène de l'hémoglobine. Donc on voit qu'au fur et à mesure que la pression en dioxygène va augmenter, plus le pourcentage de saturation de l'hémoglobine va augmenter également, ce qui est logique. Plus l'hémoglobine évolue dans un sang qui est très oxygéné, plus elle va pouvoir capturer des atomes de dioxygène.
Donc tout en haut, on peut voir qu'on est à 100% de saturation. Donc les 4 M vont contenir 4 dioxygènes. Donc l'hémoglobine est dite saturée. Le pourcentage de saturation dioxygène est de 100%. On se trouve ici dans les poumons. On est donc à une pression dioxygène qui est à 14 kPa. En revanche, lorsqu'on est dans les tissus, lorsqu'on est dans l'organisme, on va trouver une hémoglobine qui ne va pas être à 100% saturée. Elle va être plutôt saturée à environ 75%. Et c'est donc une hémoglobine qui va contenir que 3 dioxygènes au lieu de 4. Maintenant, on va voir un petit peu comment va évoluer la saturation en dioxygène de l'hémoglobine en fonction de l'activité physique. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une activité physique? Plusieurs éléments. Premièrement, la température augmente, ça j'ai pas besoin de revenir dessus. Mais deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? La pression en dioxyde de carbone va également augmenter. Pourquoi? Eh bien parce que nos cellules, notamment nos cellules musculaires, vont avoir besoin de faire la respiration cellulaire en grande quantité pour avoir beaucoup d'énergie. Donc elles vont utiliser beaucoup de dioxygène et vont rejeter beaucoup de dioxyde de carbone. C'est donc pour ça que la pression en dioxyde de carbone va augmenter dans le sang. Troisième point important, le pH va diminuer. Alors ça, c'est lié au point précédent. Lorsque le dioxyde de carbone augmente, on va avoir une diminution du pH parce que en augmentant, le dioxyde de carbone va s'associer à des atomes d'hydrogène, ce qui va faire augmenter l'acidité et donc diminuer le pH sanguin. Donc ici, vous avez les courbes qui vont montrer les modifications de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc, à quel moment l'hémoglobine va plus ou moins relâcher des atomes de dioxygène. Donc ici, on va se concentrer sur la première courbe, sur le premier graphique, sur la courbe verte. On voit que la pression en dioxyde de carbone est de 11 kPa. Donc lorsqu'on a une pression en dioxyde de carbone à 11 kPa, ça veut dire qu'on est en train justement de faire du sport. La pression, elle est importante, la pression de dioxyde de carbone est importante, et donc nos cellules sont en train de consommer beaucoup de dioxygène pour produire beaucoup d'énergie. Donc c'est une activité physique. En revanche, si on regarde la courbe qui est au milieu et qui est la courbe violette, on a une pression en dioxyde de carbone qui est à 5 kPa. Donc ici, on est plutôt pour une personne qui est non en train de faire une activité physique, qui est plutôt au repos. Donc si on reprend un peu tout ça, on peut voir que lorsqu'on se met à une pression partielle en oxygène qui est à 5 kPa, on voit que la saturation de l'hémoglobine est à environ, j'arrondis un petit peu, environ 60%. Lorsque on est en train de faire une activité physique, lorsque je regarde la courbe verte, où la pression en dioxyde de carbone est très élevée. En revanche, si je reprends la courbe violette, on voit que le pourcentage de saturation de l'hémoglobine, il est à environ, j'arrondis encore, à 80%. Donc comment on peut expliquer cette différence d'environ 20%? Il faut vraiment voir l'hémoglobine comme un train avec ses wagons. Et lorsque l'organisme a besoin de dioxygène, elle va libérer du dioxygène. Elle va évacuer un petit peu sur ses wagons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on a une pression en CO2 qui augmente, c'est donc que nos cellules sont en train de consommer beaucoup de dioxygène. Donc, ça veut dire que l'hémoglobine, elle a besoin de libérer un maximum de dioxygène. Il ne faut surtout pas qu'elle en garde avec elle. Il ne faut surtout pas qu'elle le stocke, qu'elle le garde, qu'elle le capture. Il faut au contraire qu'elle le libère. Donc, c'est pour ça qu'on a un pourcentage de saturation qui est relativement faible, qui est en dessous de 60%. En revanche, lorsqu'on n'est pas en train de faire une activité physique, on a une pression en dioxyde de carbone qui est stable à peu près 5 kPa. Là, on n'a pas besoin de libérer beaucoup de dioxygène, nos cellules n'en ont pas énormément besoin. Donc on va se retrouver avec un pourcentage de saturation de l'hémoglobine qui est d'environ 80%. Notre hémoglobine, elle peut capturer un peu plus de dioxygène plutôt que d'en libérer. C'est pas obligatoire qu'elle en libère autant que lorsqu'on est en train de faire un effort, puisque notre organisme n'a pas autant besoin de dioxygène. Si on regarde au niveau du pH, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la pression
en dioxyde de carbone augmente, on a le pH qui diminue. Donc en fait, la courbe verte que vous trouvez ici se retrouve également là. Donc on est toujours pour une personne qui est en train de faire une activité physique. C'est pour ça que son pH diminue. Donc là, le pH est à 7,20, tandis que pour une personne qui n'est pas en train de faire du sport, le pH est à 7,4. Donc on se place toujours à 5 kPa, c'est la pression partielle qu'il y a au niveau des tissus, qu'il y a au niveau de notre organisme. Donc on observe ici, comme tout à l'heure, que lorsqu'on regarde au niveau de la personne qui est en train de faire du sport, le pourcentage de saturation de l'hémoglobine est d'environ 60%, tandis que pour une personne qui n'est pas en train de faire du sport, le pourcentage de saturation de l'hémoglobine est d'environ 80%. Donc comme tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a cette différence d'environ 20%? Eh bien parce que la personne qui est en train de faire du sport a besoin de davantage de dioxygène au niveau de ses cellules, donc l'hémoglobine va en libérer davantage. Elle va donc être moins saturée, donc on a un pourcentage de saturation qui est d'environ 60%. Par contre, si on a une personne qui n'est pas en train de faire du sport, donc elle n'a pas besoin d'énormément de dioxygène, et ben le pourcentage de saturation va être plus important puisque l'hémoglobine peut garder de dioxygène avec elle. Donc pour la suite de l'activité, là c'est vous qui allez travailler un petit peu plus. Donc vous avez ici une courbe de saturation de l'hémoglobine en fonction de la pression en dioxygène, donc comme on a vu tout à l'heure. Mais cette fois-ci, la courbe, elle montre ce qui se passe à 37 degrés. Donc maintenant, vous allez essayer de me représenter cette même courbe, mais à des températures différentes, à 32 et à 40 degrés. Donc avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bon courage à tous!